un essai, Chercheur d'ombre, chez le même éditeur, où tu rends hommage à des écrivains, à des artistes chers à ton cœur. Ce fut donc un bonheur de lecture, car comme cela leur arrive de temps en temps, nos auteurs préférés ont parfois la bonne idée de faire paraître deux pépites au même moment, et c'est alors qu'en passant d'un volume à l'autre, on comprend que les deux livres s'appellent, se répondent, que le roman déploie une fiction sertie de lieux, de héros et de rebondissements, tandis que l'essai, en semblant regarder dans une autre direction, nous intime de revenir sur tous les questionnements contenus en germe dans la narration romanesque et ayant trait au mystère de la création, à l'origine et au mythe. Car Linda, ce sont ces grands thèmes qui fédèrent ton œuvre, je pense, véritable donc leitmotiv à tous tes livres, et que tu reprends dans Héroïne, avec humour, un humour que je ne te connaissais pas d'ailleurs. J'ai beaucoup ri en lisant ce livre. On ne rit pas toujours en lisant les livres de Linda Lee, mais là j'ai beaucoup ri. Et ce sont ces thèmes, toujours, que tu développes dans Chercheur d'ombre, vibrant hommage rendu aux artistes en exil. Mais dans tous les cas, puisqu'il est question d'exil, il s'agit d'un exil intérieur. Là, je paraphrase une romancière qui est ici ce soir, Céline, Curiole, exil intérieur. Il s'agit d'un exil intérieur, d'une quête de soi et du sens qui ne peut advenir qu'à l'aune des mots et du pouvoir qu'on entend leur confier, à la seule condition d'accepter, de prendre les risques, Tu te mets en danger, je crois, Linda, tu nous le diras ce soir quand tu l'écris, les risques que suppose une telle invitation au voyage, que l'on soit écrivain ou lecteur, parce que quand on est lecteur, on voyage, beaucoup aussi. Alors je vous propose ce soir d'embarquer à bord des deux nefs de Linda. Alors Linda, une première petite question au sujet de l'épigraphe que tu places à l'ouverture de Héroïne, ton roman. Il s'agit de deux vers de Ivan Gilkin, tiré de son œuvre La Nuit. En toi, j'adore, enfant des sinistres destins, l'horreur fascinatrice et la bizarrerie. Est-ce que tu peux nous parler de cette horreur fascinatrice et de cette bizarrerie qui doit te plaire, puisque elles ouvrent toutes les deux ton roman? Donc j'ai choisi ces deux vers d'un poète belge, surtout par ironie, parce que il y a une certaine emphase dans ces deux vers et qui ouvre le livre. Et cette horreur fascinatrice, c'est pas tout à fait ce qui va guider les deux personnages, mais il y a quelque chose de cet ordre dans l'enquête qu'ils mènent tous les deux autour d'une des héroïnes du livre. Donc, c'est vraiment un clin d'œil et puis ce poète n'est plus très lu. Tu aimes bien les auteurs du second rayon et avoir une forme il n'est pas de second rayon pour moi. Du troisième, pour la majorité des lecteurs. Non, c'est-à-dire qu'il est un peu, il est plutôt, c'est pas un second couteau. C'est vraiment mais il est un peu oublié et puis c'est une façon aussi de. En fait, j'ai hésité à choisir quelque chose d'Henri Michaud. Et puis, je me suis tournée vers un autre belge. Tu as eu raison, moi je ne le connaissais pas. Et
Et moi j'ai beaucoup aimé cette entrée en matière, ça me fait penser à Baudelaire. Pour moi la musique est baudelairienne et voilà. J'ai un petit problème avec Baudelaire, donc ça m'a enchanté. Ça m'a enchanté. Alors tu viens d'entrouvrir quelques portes là, par rapport justement à tes héros, à une certaine quête. Alors pour placer un petit peu le décor pour nos lecteurs ce soir, on a affaire à deux héros, deux personnages. On va parler des héroïnes. Hein. Ensuite, deux personnages qui nous placent d'emblée dans une esthétique de la réception, dans une esthétique de l'écriture et de la lecture, puisque ce sont deux personnages qui s'écrivent des lettres. Alors, il s'agit des mails. On est à notre époque, c'est maintenant que ça se passe. Il s'agit de V, c'est un garçon, on n'aura pas autre chose que son initiale, et de sa correspondante. On n'aura pas de nom non plus venant de toi. V et sa correspondante. Alors tous les deux sont vietnamiens, ils sont tous les deux nés en Occident, lui en Suisse, dans le canton de Vaud. Il vit à Lausanne et elle est née à Paris. Leurs parents ont immigré après la guerre du Vietnam. Elle est née le 1er mai 1975, au moment où le Vietnam réunifié voyait le jour. Puis on apprend aussi qu'elle n'a pas vraiment de métier, qu'elle fait tout en dilettante, des photographies, de la traduction, des missions d'urgence immobilière, etc. Et c'est à travers son travail de photographe que V va la rencontrer, puisque lui, qui est tout aussi dilettante, mais on y reviendra, trouve à Lausanne, un jour dans une galerie, une expo photo. C'est une série qui s'intitule Pierre Blanche. Et là, au milieu de cette série, il découvre, fasciné, le visage, le portrait d'une femme, d'une vietnamienne, photographiée par celle qui va être sa future correspondante. À peine ce dernier, donc V, eut-il jeté un coup d'œil sur ce cliché, qu'il se promit aussitôt de chercher à entrer en relation avec son auteur. Pourquoi est-ce qu'il est fasciné par ce cliché? C'est parce que cette femme, c'est une vietnamienne, donc forcément ça le ramène à ses origines, ça le questionne beaucoup. Et puis il a aussi envie de rencontrer la fille, enfin en tout cas d'écrire dans un premier temps à la fille qui a photographié, à la personne qui a photographié cette vietnamienne. Donc on va dire qui elle est. Mais avant toute chose, je voudrais t'interroger sur justement le principe de cette correspondance, qui est quand même la pierre angulaire de ton roman. Cette relation épistolaire commande, il me semble, une esthétique de l'absence. Parce que quand on s'écrit, c'est qu'on n'est pas ensemble. On s'écrit parce qu'on se manque l'un à l'autre. Donc cette esthétique de l'absence, il me semble qu'elle est au cœur de ce livre-là, et d'un livre où tu places cette pensée de Kafka aussi très importante. Écrire des lettres, c'est se mettre à nu. C'est se mettre à nu devant des fantômes. Alors, Linda, est-ce que tu peux commenter l'importance d'une telle affirmation dans ce roman-là, et peut-être même à l'échelle de toute ton œuvre? Écrire des lettres, c'est se mettre à nu devant des fantômes. Pour les deux personnages d'héroïne, c'est un double manque, puisque ils ne se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés, et peut-être que jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ils ne se verront jamais. La citation de Kafka, peut-être qu'il faut que je dise au départ, c'est que V est un personnage, enfin tu l'as dit tout à l'heure, assez velléitaire, qui prépare une thèse autour de l'idée de l'impasse, de l'impasse et des impossibilités chez Kafka, et qui, évidemment, au bout d'un certain temps, abandonne cette
cette thèse, cette idée l'idée même de faire une thèse, tu as... Non, mais c'est Kafka ou la littérature comme questionnement aporétique. C'est le titre quand même de la thèse de ce garçon, et on sent que tu souris aussi beaucoup quand tu nous la... Oui, c'est évidemment, c'est tout à fait ironique. Je voudrais en fait juste faire le lien avec un texte qui se trouve dans Chercheur blanc, qui s'appelle Le pouvoir de l'absence. Oui. Justement, et où il est question d'échanges épistolaires et où... c'est un moment, c'est au centre aussi, je ne vais pas le retrouver là immédiatement. Il est souligné, coché, et on peut nous le lire. Et ce titre, Le pouvoir de l'absence, c'est en fait un petit, comment dire, une allusion au stèle de Ségalen, qui dit à un moment, elle règne par le pouvoir de l'absence. Et dans les correspondances entre deux personnages dont détient un peu le mystère autour de celle qu'elle a prise en photo, de la chanteuse de bastringue, très kitsch, pas très jolie, mais qui fascine B. C'est que c'est un personnage plus complexe. Elle chante des chansons très sentimentales, presque sirupeuses, mais elle a fini par ses rengaines, elle a fini par incarner quelque chose qui est pour une certaine diaspora vietnamienne, en tout cas dans le livre, évidemment, je ne parle pas au nom de la diaspora vietnamienne. Elle a fini par incarner quelque chose d'assez flamboyant, quelque chose qui est presque de l'ordre du mystère du paradis perdu pour eux. Donc pour les émigrés, le pouvoir de l'absence, voilà. Tu veux le lire ou... Je ne sais pas si... C'est où? Il doit y avoir quelque chose sur Kafka juste ici. Si on parlait à se mettre à nu devant les fantômes, ça t'avait fait tout de suite passer. Je sais qu'il y a un passage vraiment... Tu reprends en fait. Écrire des lettres, c'est se mettre à nu devant des fantômes. Cette idée-là, elle est dans ce livre à un moment donné aussi. Ce livre que tu publies en même temps que Théorie. Il n'est pas question de Kafka dans les passages que je vais lire, mais de quel lieu parlerait le scripteur, jouant du pouvoir que lui confère l'absence? Les lettres que s'échangent deux amis lointains, deux habitants des métropoles situées aux antipodes l'une de l'autre, deux habitants qui, quand bien même l'un des deux n'aurait jamais quitté les limites de son jardin, seraient donc des exilés en soi. Porteraient-elles nécessairement la marque d'une incurable nostalgie, une irréparable déchirure, les fantômes étant toujours à l'œuvre pour amenuiser ce qui reste de présence, pour désincarner ce qui déjà menace de verser dans l'abstraction. On aurait tort de croire que les mots, volant de celui qui s'est éloigné des frontières de sa patrie à celui qui est resté rivé à son point d'ancrage, ne disent que le vide, l'impossibilité que révèlent les échanges entre l'élu de l'ici et l'arpenteur de l'ailleurs, recèlent des possibilités insoupçonnées.
l'absence, l'éloignement, le sentiment de déréliction, peut-être se change en énergie souterraine. L'exilé ne parlerait plus d'un lieu où tout serait dévasté et ne s'adresserait plus à un double supposé plus chanceux, puisqu'il n'aurait pas connu cette déchirure intime que, dit-on, provoque toujours l'adieu à sa terre natale. Il saurait sortir de ces impasses auxquelles il se trouve acculé quand il prend conscience de sa condition, en n'étant plus l'inconsolé, pour ainsi dire métaphysique, mais celui qui changerait ses deuils et ses morts successives en autant de voyages où, s'ouvrant à l'autre, demeurait attaché aux rives familières. Il ne renouerait pas de manière artificielle avec ses origines, mais ferait éclater le carcan qui emprisonne tout un chacun dans un espace restreint, une enclave qui le confine. La lettre d'exil, au lieu de dire la connaissance de la douleur, devient alors un salutaire hors de soi. Se mettre à nu devant les fantômes et je crois, d'une certaine façon, aussi cette manière de se projeter hors de soi et pallier l'absence en changeant la quête de telle sorte que ce qui était nostalgie, ce qui était douleur et chagrin, trouve une forme. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi une manière d'aborder l'écriture. Oui. Tu écris dans Chercheur d'ombre, là je te paraphrase, que c'est dans le souvenir de l'absence, de l'exil et de l'arrachement que se situe l'écrivain, et c'est dans cette douleur qu'il transforme en joie, ou à un moment quelque chose de positif, que se situent les intuitions les plus fécondes. Et peut-être que tous ceux qui écrivent sont des exilés, des arrachés, des gens qui, au départ, construisent une œuvre sur l'absence, le manque, et ont le bonheur d'avoir au point de départ de leur création, cette béance-là, pour justement pouvoir inventer, pour pouvoir créer, pour pouvoir partir de ces intuitions qui seront fécondes et qui ne peuvent partir que d'une forme pas de malheur, mais d'inquiétude. Tu le dis avec beaucoup d'ironie dans un livre qui s'appelle « Tu écriras sur le bonheur ». Ça n'est pas possible d'écrire sur le bonheur, d'écrire quelque chose qui vaille le coup. Donc il y a forcément cette inquiétude au départ. Alors l'absence, les fantômes, c'est aussi le silence. Et dans Chercheur d'ombre, tu nous rappelles les mots de Büchner qui fait parler son héros, Lenz de Büchner. Donc, n'entendez-vous donc rien, il parle du silence, n'entendez-vous donc pas cette voix épouvantable qui hurle de tout l'horizon et qu'on appelle d'ordinaire le silence. Le silence pour Büchner, pour Linda je crois aussi, est un principe qui est éminemment éloquent, éminemment loquace, j'allais dire bruyant. Et tu ajoutes, Linda, aussi cette phrase cette pensée de Kafka. Kafka dira que le silence des sirènes est plus redoutable que leur chant. Est-ce que tu peux nous dire, Linda, l'importance du silence dans ce livre-là, mais dans ton œuvre en général? Parce que c'est un motif, il me semble, très important, en tout cas pour les écrivains de la modernité, le silence. Dans Héroïne, les deux personnages ne font que s'écrire, ils
ne se parlent jamais. En fait, on n'utilise jamais d'autres moyens de communication que les mails. Donc, il y a le fait qu'ils ne connaissent pas la voix que l'autre peut avoir. Donc, et j'ai l'impression que souvent, quand on ne connaît pas la voix de quelqu'un, ou au contraire, quand on connaît seulement la voix d'une personne et qu'on peut imaginer beaucoup de choses à travers cette voix, à travers la perception de cette voix, j'ai l'impression que ça laisse un grand espace à la lecture, à l'imagination et aussi c'est une façon de s'approprier le personnage tel que tu peux te l'imaginer. Et pour le silence, ce serait un peu en contradiction avec ce que je suis en train de faire. Donc, tu n'es pas obligé de répondre à ma question. Mais disons que je répondrai par l'autre versant du silence, à savoir l'écoute. Et j'ai l'impression, enfin j'ai toujours le sentiment que un livre, c'est aussi pas seulement l'écriture, ce n'est pas seulement le travail, et ce n'est pas seulement nourrir les lectures, mais c'est aussi une façon que tu as d'écouter la rumeur du monde. Et il y a des silences qui s'écoutent d'une façon qui te conduit vers les ailleurs que tu ne soupçonnes pas. Et peut-être que oui, c'est cette façon de se tenir toujours aux aguets de ce qui... ça me fait penser à certains passages dans les contes, dans les Mille et une nuits, où tu as un personnage qui est toujours là, en train d'appuyer son oreille contre le sol pour écouter les pas qui viennent de très loin. Et c'est peut-être cette capacité qu'il faut que j'essaie de développer, de savoir tendre l'oreille à ce qui vient de très loin. Alors, on a un titre, héroïne au pluriel, sans article. On a dans ce livre-là, on a nos deux héros, V et sa correspondance, qui sont tous les deux qui sont tous les deux fascinés dans leur échange à un moment donné par trois femmes, elles sont là les héroïnes, trois vietnamiennes. Alors on a une célèbre chanteuse vietnamienne, il y a la fameuse photo, qui au lendemain de la capitulation de Saigon en 1975 s'est exilée aux États-Unis puis en France. On a une autre vietnamienne que tu appelles la maquisarde, la boiteuse, qui vit dans le 13e arrondissement de Paris dans un immeuble où va vivre aussi à un moment donné Elle vit dans le même immeuble que la chanteuse. Voilà, mais elles ne se croisent jamais vraiment. C'est un roman où les gens ne se croisent pas. On n'a que des destins parallèles, c'est très très curieux.
et elle a été une révolutionnaire, elle a été envoyée dans un camp de rééducation, où elle aurait pu d'ailleurs croiser, parce que lui il n'était pas très très loin dans un autre camp de rééducation, l'amant de la première chanteuse. Donc il y a plein de destins comme ça qui auraient pu, parallèles, qui auraient pu se croiser, mais qui ne se sont pas croisés. Donc cette impossibilité de se rencontrer, c'est quelque chose qui est très prégnant dans ton œuvre, et c'est très intéressant, moi je trouve. Et puis on a un autre personnage, troisième héroïne, une toute jeune fille, le Lys brisé, demi-sœur angélique de la chanteuse, qui fait des séjours à l'hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, et voilà, et qui est pleine de grâce, et qui est un très très beau personnage. Alors voilà, trois héroïnes aussi. La question que je voudrais te poser, Linda, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une héroïne de roman? Parce que là, j'ai des étudiants qui sont là, on a un cours sur l'héroïne de roman, il faut que tu répondes, tu es obligé. Quels sont les principes obligés qui entrent dans sa constitution? C'est quoi une héroïne? Pas un héros, une héroïne. Et puis pourquoi ce choix du féminin pour ce livre-là? Ce ne sont pas des héroïnes de romans, ce sont des... je les vois pas comme des personnages héroïques, je les vois pas non plus comme des personnages romanesques avec tout ce que cela comporte d'action sublime, de oui, réussite, voilà. De succès, elles sont plutôt ratées. Oui, mais il y a de la beauté dans le les ratage. échecs. Oui. Je crois avoir choisi ce titre justement parce que ce sont des personnages qui auraient pu verser dans le mélodrame. À un moment, je cite un cinéaste philippin, Lino Branca, qui fait des films extrêmement, enfin de vrais mélos, où les personnages de femmes sont toujours, les femmes sont toujours broyées, sont toujours et pourtant, justement, elles sont broyées, mais ce sont des héroïnes. Et c'est-à-dire qu'elles sont magnifiées par le regard du cinéaste. Je pense aussi au film de Mizoguchi, où il y a toujours des destins de femmes brisées, des femmes qui dédient toute leur existence à l'amour pour un homme ou pour l'accompagner dans sa réussite. Enfin, les films de Mizoguchi, c'est au malheur des dames. Tant mieux. Et c'est ça, ces héroïnes-là, mais je n'ai pas... Il n'y a pas, peut-être à part la chanteuse qui a un destin un peu... aussi quand même, elle a une forme de gloire. Elle connaît oui, voilà. auprès de la diaspora vietnamienne en exil en Europe, elle est une sorte de star. Et oui. tu ne t'en moques pas, en fait. C'est très touchant d'ailleurs ce sort que tu fais au kitsch, au sirupeux, mais sans t'en moquer. Hier, je t'écoutais à l'Odéon et on en parlait un petit peu tout à l'heure. J'avais l'impression dans cette forme de respect que tu avais à l'endroit du kitsch, de ce qu'on pourrait qualifier de kitsch, il y avait un comportement intellectuel, un positionnement très doux, qui était très très différent de ce que l'intellectuel immense que j'adore, Edward Said, pouvait avoir, lui, quand il parle de l'orientalisme. En fait, Edward Said, qui est un
intellectuel palestinien qui est mort au début des années 2000, ne supportait pas l'engouement d'un Théophile Gautier, d'un Baudelaire, d'un Delacroix pour l'Orient. Il trouvait qu'il y avait quelque chose de très condescendant dans cette façon de représenter, d'écrire sur l'Orient, toujours kitsch. C'était le point de vue des Occidentaux qui étaient là, mis en avant, et on prenait de très haut la culture orientale et sa beauté, on n'y comprenait rien. Donc il détestait cette façon très kitsch et très condescendante de parler de l'Orient et de ce que nous on a appelé en Europe l'orientalisme. Il détestait cette culture et cette façon d'aborder les choses. Toi, il y a quelque chose de beaucoup plus révérencieux, de beaucoup plus respectueux, de beaucoup plus empathique quand tu parles du Vietnam, et puis peut-être d'une certaine dose de kitsch qui peut s'y trouver dans ce que cette femme fait, des souvenirs qu'elle a du Vietnam quand elle vient chanter le Vietnam pour les Européens exilés. Eh bien, oui, il y a du kitsch, oui, il y a quelque chose d'un peu bancal, mais il y a quelque chose de beau quand même qui te touche, et tu es beaucoup moins féroce qu'Édouard Saïd, par exemple, parlant de l'Algérie. Édouard Saïd, il parle des Européens auxquels il reproche justement d'être trop centrés sur l'Europe et d'avoir un point de vue justement très kitsch. Oui. En fait, c'est le point de vue de l'Européen qui est kitsch et non pas ce qu'il voit. Moi, j'ai plutôt le regard de celle qui est partie et qui a donc une certaine distance, mais qui évoque cela plutôt comme un fait qui existe. Et puis d'abord, je sais pas s'il y a quelqu'un d'entre nous qui pourrait dire que jamais il n'a été touché par quelque chose qu'au fond de lui-même, il se dit que c'est très kitsch, très sentimental, et je crois que tout le monde est habité par une chanson, par une chanson sentimentale ou par... tu en as un peu en tête, toi, tu en as quelques-unes? Non. Du Vietnam? Non, pas mais sérieuse. Non, je crois que c'est pas une question d'être sérieuse, mais c'est plutôt il y a un ami un ami lointain qui est libraire et qui m'a dit, après avoir lu le livre, maintenant je voudrais bien écouter les chansons de cette chanteuse. Est-ce que tu peux m'indiquer comment on les trouvait? Donc je me dis que en fait je dois avoir une part justement de ce que j'appelle la sentimentalité un peu kitsch. C'est que en évoquant les thèmes des chansons, etc., on a l'impression qu'elles existent vraiment, ces chansons. Tu as inventé en fait? Oui, j'ai vraiment inventé, même y compris les thèmes des chansons, même quand elle se met à chanter des chansons politiques. Ça n'existe pas, ce terme-là, il n'existe pas. Enfin, cette mélodie-là, le mélodiste, le musicien, le compositeur et la chanteuse n'existent que dans mon imaginaire, mais et tu as écrit avec Héroïne un roman où il est question de l'exil, bien sûr. Et ce qui est très étonnant, c'est que les personnages
en tout cas les jeunes Vietnamiens de la diaspora, rejettent en bloc très violemment leurs origines et notamment leur patrie. V, comme beaucoup d'enfants nés en Europe ou aux États-Unis de parents qui avaient été chassés de chez eux par la guerre ou s'étaient exilés de leur plein gré à la fin des années 60, étaient passés par une longue période où ils rejetaient tout ce qui avait trait au Vietnam. Il y en a plein de développements comme ça. C'est assez sidérant. Donc, la question que je voudrais te poser, Linda, c'est pourquoi est-ce que l'enfant d'immigrés, en l'occurrence V ici, rejette-t-il l'origine et qu'est-ce qu'il y a de structurant ou de déstructurant, je ne sais pas, dans cette attitude? Pourquoi rejeter? Et dans Chercheurs d'ombre, je donne quelques phrases que je trouve très belles parce que tu cites des écrivains, et non des moindres, qui rejettent aussi la patrie. Sioran, que tu as bien connu, de toutes les utopies, la plus étrange est celle d'un univers natal où l'on se repose de soi-même, de ses fatigues. Bon, c'est une utopie, ça. Et Svetaeva, la grande poétesse russe, je ne suis qu'une âme née un jour, quelque part, mais je ne dirai pas où, et arrête, heureux qui n'a pas de patrie. Donc pourquoi est-ce que c'est bien, ou pas bien, je ne sais pas, de rejeter sa patrie? Qu'est-ce qu'ils ont tous, ces enfants d'immigrés, à rejeter comme ça leur patrie, leur origine? Pourquoi est-ce qu'ils sont si mal à l'aise? Parce qu'elle s'identifiait, elle était une réfugiée. Elle a écrit un très beau texte qui s'appelait « Nous autres, les réfugiés dans la tradition cachée ». Et elle parlait toujours au nom de tous les réfugiés, de tous les déracinés. Et heureux qui n'a pas de patrie, je crois que dans ce poème, qui est le seul qui soit un peu explicite sur ces rapports ambivalents avec l'Allemagne. Elle a écrit à un moment où justement elle était enfin dans les camps de transit. Et Sioran a toujours entretenu un rapport extrêmement difficile et avec la Roumanie, et surtout avec la langue. Oui, parce qu'on peut être exilé par rapport à sa patrie, mais par rapport à sa langue. Sioran choisit de s'exiler linguistiquement aussi, puisqu'il choisit de décrire en français, comme d'autres vont le faire. On peut penser à Beckett, qui est irlandais, mais qui choisit d'écrire en français. Enfin, pourquoi aussi cet exil linguistique? Svetaeva se méfiait de la langue maternelle qui avait des accents trop lactés. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus violent pour toi? L'exil géographique ou l'exil linguistique? Est-ce que, à partir du moment où tu adoptes une langue, est-ce que tu te sens encore en exil, à moins de considérer toujours la langue comme la langue que tu as adoptée comme un idiome d'emprunt, simplement, que tu aurais justement emprunté. Peut-être qu'à ce moment-là, le changement de langue permet de se sentir un peu moins de trop ou important dans le nouvel espace géographique. Alors, ce qu'il y a de sidérant avec ton héros, c'est qu'il est très Mitteleuropa par rapport à ses lectures, par rapport à ses goûts. Dans sa bibliothèque, il y a du Dostoïevski, du Fritz Thorn, du Thomas Bernhard. D'ailleurs, soit dit en passant, Linda, il s'agit un peu de ta bibliothèque ici, c'est quand même des gens que tu aimes lire. Il dit de lui qu'il est un evni. C'est quoi un evni? C'est un être vivant non identifié.
c'est un humour un peu potache, je l'avoue, mais... Non, mais il y a beaucoup de clins d'œil comme ça dans ton roman, mais là tu nous dis quelque chose de très sérieux tout de même, c'est qu'il choisit de ne pas parler vietnamien du tout. Les seuls mots vietnamiens qui lui parviennent aux oreilles sont ceux qu'il entend quand il écoute sa chanteuse, là, qui chante ses chansons kitsch, mais sinon il lit des Russes, des Allemands, enfin traduit j'imagine en français, il parle français. Qu'est-ce que ça... Est-ce que tu peux commenter soit cette honte de soi ou cette pudeur extrême qui est celle de l'immigré, même ses oncles et ses tantes qui saisissaient tous encore très bien les finesses de leur langue maternelle, mettaient un point d'honneur à s'exprimer dans un français châtié, s'abstenant de transmettre ce qui leur restait du vietnamien à leurs enfants, de peur qu'ils ne fussent pas de purs produits de l'Helvétie. On est en Suisse, on est à Lausanne. Pourquoi ce refoulement? Je ne crois pas qu'il y ait de la honte, mais il y a certainement un si fort désir de faire partie d'une communauté, non plus celle qui a... non plus la sienne, c'est-à-dire la communauté des immigrés, mais d'une communauté qui parlerait la même langue, et c'est... Je crois que c'est ce qui souvent est le principe moteur enfin en tout cas de ces personnages, des personnages du livre. Je ne voudrais pas en faire un roman où je décrirais sociologiquement un comportement sociologique. Il y a une espèce de mouvement vers une autre langue qui nous permet ce déracinement fécond grâce auquel on peut créer, grâce auquel quelque chose advient, un élan, une dynamique, un mouvement. Je pense, par exemple, je me dis que par exemple, Mourad, au moment où il embarquait à 17 ans sur un bateau, il parlait presque pas anglais. Et c'était le désir de partir à l'aventure, mais c'était aussi le désir d'apprendre une autre langue. Au début, c'est d'apprendre une langue de façon, comment dire, pratique et pour communiquer, pour échanger avec les autres marins. Et cette façon de prendre le large, dans tous les sens du terme pour certains, en changeant de pays, de langue. Sioran dirait qu'à ce moment-là, il devient héroïquement traître, mais il y a il y a quelque chose chez, par exemple, des pages chez Conrad sur cette idée d'être un transfuge, d'être un renégat. Et il y a une certaine sorte de vertige aussi qu'on éprouve à l'être. Vertigeux, avec un sentiment de bonheur, d'ivresse. Alors, il y a dans Chercheurs d'ombre une page magnifique, je trouve, sur la lecture et sur la prise de risque qu'induit la lecture quand on s'attelle à un livre exigeant, un livre où il y a du silence, où il y a de la nuit. Il peut nous arriver des mésaventures heureuses. J'aimerais bien que tu nous lises ce petit passage entre crochets, parce que voilà, dans Héroïne aussi, il y a sans cesse une réflexion sur
l'écriture et la lecture, puisque les personnages se lisent sans arrêt. Ce sont le roman des pages entières de métadiscours, évidemment sur la création romanesque et l'écriture, donc, et sur l'esthétique de la réception, la lecture. Donc. Et la lecture, elle est entre autres ici dans ce petit paragraphe qui est très fort. Car lire un texte, comme lire sur un visage, c'est prendre conscience que face à nous, il y a le surgissement d'une présence peut-être dangereuse, car elle nous remet en question, elle interroge notre individualité, elle menace de chambouler nos certitudes. Cet autre qui, en écrivant, trahit peut-être son désir d'être aimé, cet autre qui a obéi à un double mouvement, se retranchant derrière ce qu'il a conçu et se révélant tour à tour, a en quelque sorte joué avec le feu, vécu dans le feu, alimenté le feu de ses élans vers ces terres inconnues où dirait Laurence Dorel, un roman serait un acte de divination par les entrailles, une manière d'embarquer à bord de la nef des fous en n'étant jamais à l'abri d'un naufrage, de parcourir ces confins où le rêve coudoie la réalité en n'étant jamais à l'abri d'une tempête. Et toi, Linda, les romans que tu aimes écrire et donc nous donner à lire, et même les romans que tu aimes écrire, ce sont des nefs, sur une mer agitée, des incendies. Tu penses que cette prise de risque-là dans l'écriture, j'entends bien, et la lecture, elle est indispensable pour juger, pour être confronté à une œuvre qui vaille la peine, qui vaille le coup. Parce que ça revient souvent, cette idée de prise de risque-là. Qu'on soit écrivain ou lecteur, de mise en danger. Oui. Et ça, c'est vraiment une pensée importante dans ton essai. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi est-ce qu'il faut se mettre en danger? Parce que la plupart des gens, quand ils lisent, c'est pas pour se mettre en danger, c'est un bon moment pour être... Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais ils se mettent en danger. De quelle manière? Comment on peut se mettre en danger en lisant un livre? Parce qu'un livre vous change. Donc je crois qu'il faut se méfier toujours des mots, se méfier de ce qui est derrière les lignes innocemment imprimées. J'ai toujours cru au pouvoir de métamorphose des livres. Un grand livre, c'est un livre qui nous change et quand on le referme, on n'est plus celui qu'on était quand on a commencé la lecture. C'est un livre qui doit nous inquiéter. Tu parles souvent des mystiques dans ce livre-là, mais aussi dans d'autres de tes livres comme Saint Jean de la Croix, comme Thérèse d'Avila, qui étaient à la recherche de l'ombre et de la nuit obscure, pour les paraphraser. Alors en quoi cette nuit obscure, quand on la scrute, quand on la cherche en tant qu'écrivain, ou quand on la recherche en tant que lecteur, elle est féconde en quoi? Elle est accueillante en quoi? Elle nous nourrit cette nuit obscure? C'est quand même assez inquiétant comme postulat. Chez Saint Jean de la Croix, en tout cas, c'est une manière de... La nuit obscure nous purifie, en fait. Oui. J'ai l'impression qu'un livre, en tout cas les livres importants pour moi, ça a été aussi des livres qui me purgeaient de mes dégoûts, de mes révoltes. Tu sais que tu fais face à cela. Les artistes évoqués dans ces pages sont tous des habitants de cette nuit obscure dont Saint Jean de la Croix disait qu'elle est la meilleure conductrice. Nuit obscure, guidant aussi le passeur vers les disparus qui continuent de hanter les vivants, les fantômes donc,
Hommage à ceux qui ont été dévorés par l'ombre, ces brefs essais font retour sur ce qui a favorisé les réflexions d'une lectrice nourrie des passions d'une glaneuse, pour employer un mot auquel Agnès Varda a rendu toute sa beauté. Agnès Varda, tu parles souvent aussi de l'image dans cet essai, à travers des œuvres cinématographiques, des films, et puis de la photo évidemment, à travers ton roman où il y a de nombreux ekphrasis, tu décris à 4 reprises la photo avec vraiment beaucoup de minutie de cette chanteuse. Est-ce que dans ta vie, l'image, le film, l'image fixe et l'image mobile sont des supports importants, des sources d'inspiration importantes? Est-ce que Non, je ne prends jamais de photos, et je me fie toujours à ma mémoire, ce qui est peut-être une grande erreur. Mais en revanche, oui, je me nourris beaucoup de films, d'un certain cinéma. Oui, ça se sent vraiment quand on te lit. Alors, avant de passer aux questions du public, il y a dans Chercheur d'ombre toujours un passage que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien que tu nous lises, et puis on en a parlé avec les étudiants aujourd'hui, donc voilà, ils auront un cité mot plutôt que les miens qui sont approximatifs. C'est au sujet de cette part d'ombre dans laquelle l'écrivain doit se projeter pour créer, voilà, devenant ainsi une sorte d'anti-narcisse. Est-ce que tu peux nous expliquer ta pensée? Ainsi donc, un double mouvement préside à une certaine littérature, celle qui vaut la peine, que tel Icare on laisse derrière soi pour monter toujours plus haut à l'assaut du soleil, au risque de tomber dans les eaux de l'oubli. Ce double mouvement commande à l'écrivain de se projeter hors de soi, de telle sorte qu'il ne soit plus seulement ce narcisse dont Ovide disait que ses louanges, c'est à lui-même qu'il les décerne, les ardeurs qu'il ressent, c'est lui qui les inspire, de telle sorte qu'il cesse d'être ce contemplateur de soi, aliment du feu qu'il allume, de telle sorte aussi qu'il ne soit plus univoque, tristement uniforme, taillé d'une seule pièce, mais qu'il choisisse ce délire, sa demeure dans la part en lui qui est maudite. À moitié dévorée par les ténèbres. Qui est maudite à moitié dévorée par les ténèbres. Parce qu'il y avait... Donc, oui, j'ai écrit dessus, pardon. Il faut que l'écrivain se coupe en deux et ne choisisse pas d'élire sa demeure dans sa part lumineuse, mais dans cette part maudite, à moitié dévorée par les ténèbres. On va beaucoup les angoisser ce soir, mais pourquoi est-ce que quand on écrit, c'est là qu'on habite, dans cette maison-là, de ténèbres, d'ombre, de silence? Est-ce que je ne suis pas sûre que les ténèbres soient, ou la nuit obscure soit si éloignée de la lumière. Je crois qu'il y a un chemin qui mène de cette recherche, au fond, ça me fait toujours penser à ce que disait Michaud, c'est-à-dire la connaissance par les groupes. Je crois qu'on ne peut pas ne pas passer par cet apprentissage du gouffre. Voilà. Là, je crois qu'il y a des questions pour toi.